Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler d'une merveille, et même d'une femme merveille. Je parle évidemment de la nouvelle série Wonder Woman, signée Tom King et Daniel Sampere, et dont le premier tome est paru fin mai chez Urban Comics. Alors, Wonder Woman, j'avoue que ça fait un moment que j'avais plus lu sa série principale. La dernière fois, c'était quand J. Willow Wilson avait repris le scénario, ça doit remonter à 3-4 ans, et j'avais très vite laissé tomber, j'avais trouvé ça vraiment pas bon du tout, alors que d'habitude, j'aime beaucoup le travail de J. Willow Wilson. J'y avais plus touché depuis, et puis en 2023, DC Comics a relancé la série, comme la plupart de ses séries, avec une nouvelle équipe aux commandes, Tom King et Daniel Sampere. Et pour moi, c'était pas forcément gagné a priori. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez peut-être remarqué que j'ai un rapport compliqué avec le travail de Tom King. Il y a des choses qu'il a faites que je trouve formidables. Son Supergirl, par exemple, avec Bilquis Evely, son Rorschach, dessiné par Jorge Fornes, que je trouve vraiment intéressant. Et puis, il y a d'autres choses que je déteste absolument, comme Strange Adventures, où il se torche avec le personnage d'Adam Strange comme c'est pas permis. De manière générale, j'ai souvent un problème avec son traitement des personnages, quand il tient aucun compte de ce que les autres scénaristes ont pu faire avant lui. Bon bah là, sur ce premier tome de Wonder Woman, j'ai que des louanges à faire sur le travail de Tom King. Et il y a énormément de choses à dire sur ces premiers épisodes, même si je vais me retenir de trop rentrer dans les détails pour éviter le plus possible de spoiler quoi que ce soit. J'ai juste essayé de mettre en évidence quelques-unes des grandes lignes qui traversent cette histoire et qui m'ont intéressé. De quoi ça parle cette nouvelle série Wonder Woman ? Je vais zapper pour l'instant le récit qui constitue le prologue de cet album. J'y reviendrai plus tard. C'est l'histoire d'une Amazone qui rentre dans un bar de bikers. Bilan, 19 morts. Tout commence comme ça. Et à partir de ce seul événement, dans ce premier épisode, tout va aller très vite. Sur les chaînes d'infos, c'est d'abord présenté comme un fait divers. Et puis, très vite, quand il est confirmé que la responsable de ce massacre est une Amazone, on commence à employer le terme de terrorisme, on commence à parler de complot. Les politiques s'en mêlent, le gouvernement américain s'en mêle, et au final, les Amazones se retrouvent persona non grata sur le sol américain. On a tout un emballement médiatique qui se met en marche à partir de ce seul événement dont finalement personne ne sait grand-chose, et un emballement médiatique qui va se nourrir de différentes choses et de différents thèmes qui font écho à diverses thématiques qui sont très dans l'air du temps. Féminisme contre patriarcat, vrais Américains contre immigrantes en l'occurrence, et très vite on a un discours médiatique radical qui s'intensifie et qui devient un discours unique, qui devient une vérité absolue, et qui oblige les autorités à prendre les décisions que réclament les porteurs de ce discours. Et clairement, Tom King, il n'invente rien. Ce genre de phénomène médiatique, on peut l'observer en permanence ces dernières années, aux États-Unis comme en France d'ailleurs, à travers de plus en plus de médias relayés par les réseaux sociaux, et ce qui donne lieu à une sorte de surenchère sur un certain nombre de thèmes, l'immigration, le féminisme, le wokisme, et c'est de cette réalité très contemporaine que Tom King s'inspire, et il en propose une synthèse assez remarquable qui va constituer la trame de fond de son récit. Et cette réalité, il va aussi lui donner un visage, et même il va lui donner deux visages.
Dans un premier temps, cette réalité, elle a le visage du Sergent Steel. Alors, le Sergent Steel, c'est un vieux personnage. À la base, c'est même pas un personnage d'ici, c'est un personnage créé au milieu des années 60 chez Charlton Comics. Et puis, comme d'autres personnages comme Blue Beetle, The Question ou Captain Atom, il fait partie de ces personnages qui vont rejoindre l'écurie d'ici au milieu des années 80, après la disparition de Charlton. Le Sergent Steel, on l'a pas mal vu dans des séries secondaires dans les années 80-90, et il avait même un rôle semi-régulier dans la série Wonder Woman de la fin des années 2000. Et le Sergent Steel, c'est un peu l'archétype du militaire patriote qui obéit aux ordres sans se poser de questions, ou en tout cas sans jamais les remettre en cause. Et ici, sous la plume de Tom King, on retrouve les principaux traits de caractère du personnage, mais en mode salopard, force 10. C'est-à-dire que si on lui dit de faire un sale boulot, il va pas juste le faire parce que ce sont les ordres, il va prendre son pied à faire ce sale boulot. Et évidemment, c'est un bonheur de le voir se comporter comme un parfait salopard, parce que, comme tout le monde le sait, meilleur est le méchant et meilleure est l'histoire. Et son boulot, en premier lieu, c'est d'arrêter toutes les Amazones installées sur le territoire américain pour les extrader, quitte à utiliser la force pour ça. Et même si possible, en utilisant la force, c'est toujours plus marrant pour un salopard tel que lui. Bref, le Sergent Steel, c'est une ordure, et le seul truc encore plus fun que de le voir se comporter comme une ordure, c'est, au bout du compte, de le voir se faire botter le cul. Et se faire botter le cul par qui ? Évidemment par celle dont il est question depuis le début, mais qu'on n'a pas encore vue, Wonder Woman. Le premier épisode va se conclure sur un face-à-face, là aussi assez réjouissant, entre Wonder Woman et le Sergent Steel, histoire de rappeler qui c'est la patronne ici. Je disais tout à l'heure que le Sergent Steel était le premier visage de cette guerre menée contre les Amazones, et de tout ce qui alimente cette guerre, mais il y a un second visage que, pour le coup, je ne vais pas révéler, mais qu'on pourrait résumer comme étant l'incarnation du patriarcat. Un personnage qui agit dans l'ombre, mais qui détient toutes les rênes du pouvoir. C'est un personnage qui, dans l'absolu, c'est un pur fantasme de complot paranoïaque, mais dans le cadre d'un comic book de super-héros, ça fonctionne, parce que le mal doit avoir un visage, au même titre que le bien, et les comics de super-héros sont construits sur cette incarnation et sur cette dichotomie. C'est même leur essence, en fait. Et du coup, Tom King nous gratifie, là aussi, d'un personnage assez extraordinaire dans le genre, et qui a à sa disposition une arme qui, là aussi, fait pleinement sens dans le cadre d'un comic book consacré précisément à Wonder Woman. Là aussi, je vais pas révéler grand-chose de plus à ce sujet, si ce n'est que c'est une idée avec laquelle Tom King avait déjà joué dans son Batman. D'ailleurs, alors, je sais pas trop s'il s'agit du même objet ou non, mais encore une fois, ici, c'est un truc assez formidable qui est en parfaite adéquation avec l'un des principaux thèmes de cette histoire. Et puis, encore une fois, dans le cadre d'un comic book de super-héros, c'est juste parfait. Parce que au-delà de tout le discours et toute la réflexion qui constitue le fond de cette histoire, c'est d'abord et avant tout un comic book de super-héros qui s'assume totalement en tant que tel et qui enchaîne les morceaux de bravoure. Pour paraphraser ce que disait Max Faraday dans la vidéo qu'il a consacrée à cet album il y a quelques jours, parce que voilà, j'ai cherché, mais vraiment, j'ai pas trouvé mieux que sa formule. C'est un comic book de super-héros qui me rappelle pourquoi j'aime les comics de super-héros. Malgré les kilos de choses médiocres ou pires que je vois passer tous les mois.
une fois de temps en temps, tu as un bouquin comme celui-ci qui te tombe dessus et ben tu oublies tout le reste, tu oublies tout le médiocre, tous ces trucs pondus à la chaîne et qui auraient pu être écrits et dessinés par une IA que tu verrais même pas la différence. Parce que bon, là on a juste vu le premier épisode qui déjà offre quand même son lot d'action et de scènes assez mémorables. Et je vais pas aller beaucoup plus loin, encore une fois, je vais vous laisser en découvrir le plus possible par vous-même. Mais bon, côté baston spectaculaire, dans l'épisode 2, on a droit à Wonder Woman face à l'armée américaine, ni plus ni moins. Dans l'épisode suivant, elle se cogne toute une administration, et c'est un épisode vraiment très fun. Et puis, dans le dernier épisode, on a un affrontement assez mémorable dans lequel on retrouve quelques visages connus propres à l'univers de Wonder Woman. Et ben là aussi, ça fracasse. Donc vraiment, côté spectaculaire, vous allez être servi. Il y a un épisode un peu à part, c'est le 4e, qui marque une certaine rupture dans le récit. Et dans cet épisode, Wonder Woman rend visite à un gamin qui est mourant, et un gamin qui la vénère. Et ben, ils vont passer la journée ensemble. Alors, c'est un épisode qui fait forcément penser, pour les vieux comme moi au moins, au récit The Kid Who Collects Spider-Man de Roger Stern et John Romita Jr., qui date de 1984, et dans lequel Spider-Man rend visite à un môme qui est son plus grand fan, et qui, on l'apprend à la fin, est atteint d'un cancer en phase terminale. Ici, on sait d'emblée que le gamin est mourant, et l'émotion ne repose pas sur la révélation de sa situation. Un élément intéressant de cet épisode, c'est que Tom King a choisi de mettre en scène un garçon qui vénère Wonder Woman, pas une fille. Ça fait très longtemps que Wonder Woman est considérée comme une icône féminine et féministe, et évidemment c'est un élément assez central dans cette histoire. Mais cet épisode nous rappelle que ce que Wonder Woman peut représenter aux yeux du public, et en particulier aux yeux des enfants, ça va au-delà de ça. C'est presque réducteur de la réduire au seul rôle d'icône féministe. D'ailleurs, si je vous raconte ma vie 3 secondes, quand j'avais une toute petite dizaine d'années, j'avais une poupée Wonder Woman. On n'appelait pas encore ça une action figure à l'époque. J'avais pas Superman, j'avais Batman aussi, mais j'avais Wonder Woman, que j'avais acheté. On me l'avait même pas offerte, celle-là. J'étais pas vraiment lecteur de la série. Alors, faut dire que c'était publié par Aredi à l'époque, qui faisait quand même un petit peu du boulot de merde. Par contre, je regardais assez religieusement sa série télé avec Linda Carter, et Wonder Woman, elle était cool, et en plus elle était belle, quoi. Bref, tout ça pour dire que je retrouve une part de mon admiration d'enfant dans cet épisode, ce que ce personnage pouvait représenter pour moi à cet âge, et je serais pas surpris d'apprendre que Tom King a lui aussi mis pas mal de ses souvenirs personnels dans cet épisode. Il y a un nom que j'ai quasiment pas prononcé depuis le début de cette vidéo, c'est celui de Daniel Sampere, qui est un dessinateur espagnol qui bosse depuis un petit moment pour DC. Il a bossé sur Superman, il a bossé sur Dark Crisis, il a bossé sur Injustice, et ici, il réalise une prestation quand même assez extraordinaire. Il a un trait à la fois très réaliste et très expressif. Il a un sens de la composition assez remarquable, c'est-à-dire qu'il est aussi à l'aise quand il s'agit de mettre en scène le récit dans un cadre en gaufrier, ou quand il s'agit de faire des pleines pages qui t'explosent à la tronche. Et puis, je trouve quand même ça, Wonder Woman, assez sublime. Et en plus, lui aussi, il s'autorise des moments de pur fun. Comme la manière dont il s'amuse avec les étoiles
qui symbolise d'une certaine manière Wonder Woman, et qu'on retrouve partout. Qu'on retrouve par exemple comme cadre à l'intérieur duquel apparaît un personnage. On le retrouve quand elle arrête les balles avec ses bracelets. On le retrouve quand elle met KO ses adversaires. Ici, ou carrément là, où on retrouve les types avec les étoiles qui leur tournent autour du crâne, genre à la Tex Avery, quoi. Ou bien aussi, Sampere va les utiliser, et c'est la dernière que je vous montre, pour séparer deux cases. On en a vraiment partout, et ça fait partie des trucs assez fun qu'on retrouve tout au long de cet album. Un dernier point qu'il faut que j'évoque, c'est les récits qui ouvrent et qui ferment cet album, et dans lesquels Wonder Woman n'apparaît pas. On a d'abord un récit qui est tiré de Wonder Woman numéro 800, le dernier numéro de la série précédente, toujours par Tom King et Daniel Sampere. C'est un récit qui se situe dans le futur et qui met en scène 3 personnages. On a John Kent, le fils de Superman, on a Damian Wayne, le fils de Batman, et puis on a un nouveau personnage baptisé Trinity, qui est la fille de... non, je le dirai pas, mais bon, en même temps, on peut s'en douter, à moins que, mais quand même, mais non, bon. Et ce récit, situé dans le futur, il sert paradoxalement de prologue au récit qui va suivre. Et il présente même, d'une certaine manière, le résultat final de l'affrontement auquel on va assister, mais bien évidemment en soulevant beaucoup plus de questions qui n'apportent de réponses. Mais de fait, toute l'histoire qui va suivre nous est racontée a posteriori. Et elle nous est racontée en plus du point de vue du vaincu. Ce qui crée un décalage intéressant entre ce qu'on voit mis en scène par Sampere et ce que nous disent les commentaires, qui offrent un angle différent et assez singulier sur ce qu'on voit. Alors j'ai lu, entendu aussi plusieurs commentaires qui trouvaient que Tom King était trop verbeux et que la voix off en fait apportait rien au récit. Et vraiment je suis pas d'accord du tout. Parce que ça donne à l'histoire une narration qui, en fait, s'inspire de la tragédie grecque et de son cœur, le cœur de la tragédie grecque, qui est, en fait, là pour commenter l'action dramatique, et qui est aussi le seul à savoir comment l'histoire se termine, et qui, donc, peut apporter un regard sur l'histoire qui est différent de celui de ses protagonistes. Et donc, non, du coup, je trouve ça vraiment très malin, et il me semble que ça offre une lecture supplémentaire aux événements décrits dans le récit. Pour en revenir à notre trio, on le retrouve en fin d'album, dans une série en fait de courts récits qui sont tirés du one-shot Trinity Special numéro 1, des récits qui sont eux aussi situés quelques années dans le futur, avec les 3 mêmes personnages, mais à différents âges de leur jeune vie. Et alors, tout ça est évidemment lié au récit principal, mais sans qu'on voit vraiment, pour l'instant, quels sont ces liens, et comment le futur qu'on nous présente ici est advenu. Et il me semble que ça ajoute une couche de mystère supplémentaire au récit principal. Et puis, ce qui est à la fois étonnant et réjouissant, c'est que Tom King, il a quand même l'air de beaucoup s'amuser avec ces 3 personnages, et que là, il signe 4 histoires qui sont vraiment très fun. Alors, Daniel Sampere dessine que la dernière d'entre elles, les 3 autres sont dessinés par Belen Ortega, mais qui, du coup, est très bon pour dessiner des mômes. Donc voilà, gros coup de cœur en ce qui me concerne.
Quoi dire de plus pour vous convaincre ? Que la traduction de Thomas Davier m'a paru très bonne, c'est clairement pas négligeable. Que ça me semble être un très bon point de départ pour qui ne connaît pas ou peu Wonder Woman. Je dirais que là aussi, un point en plus pour cette série. Mais bon, pour conclure, si vous aimez les comics de super-héros qui tabassent leur mémé, Wonder Woman hors la loi est fait pour vous. Si vous aimez les comics de super-héros qui jouent à la perfection avec les archétypes du genre, Wonder Woman hors la loi est fait pour vous. Si vous aimez les comics de super-héros qui disent quelque chose d'intelligent et de pertinent sur notre monde, Wonder Woman hors la loi est fait pour vous. Et si avec tout ça je vous ai pas convaincu, là je suis désolé mais je peux plus rien pour vous. Wonder Woman hors la loi, tome 1, fait donc 208 pages, format 17 par 26 cm, et il est vendu au prix de 21€. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.